Salut les auditrices et les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Transition. Dans cet épisode, on va parler du marathon de Berlin. Cet épisode, il arrive un petit peu plus tard que prévu, tout simplement parce que après le marathon de Berlin, justement, j'ai attrapé quelques virus et autres qui m'ont un petit peu pris la gorge et donc du coup, j'avais plus la voix habituelle et pas une voix en pleine forme et du coup j'étais pas forcément super apte à enregistrer des podcasts et puis je voulais faire un compte rendu un peu particulier pour ce marathon de Berlin pour vous parler du marathon sur le site, dans l'article dédié et puis également à travers ce podcast que vous avez dans les oreilles aujourd'hui. Il arrive donc 2 semaines plus tard que prévu et donc du coup on va augmenter un tout petit peu la cadence sur ces prochaines semaines puisque vous aurez un épisode de la série Inside Nakan.ch la semaine prochaine, et puis un épisode de la saison régulière la semaine d'après. Donc là, il y aura beaucoup de podcasts à se mettre dans les oreilles dans les prochaines semaines. Dans cet épisode, on parle du marathon de Berlin. C'est le 2e marathon auquel je participais cette saison. C'est la première fois que j'ai 2 départs de marathon au cours de la même saison sportive, et donc du coup, c'était un petit challenge de préparer ça, puisque le premier était à Boston au mois d'avril. Vous avez eu un épisode de podcast d'ailleurs avec quelques-uns des participants de ce podcast dans les oreilles après le marathon de Boston. Et puis après, il a fallu digérer ce qui s'est passé à Boston et puis se remettre en selle pour une préparation pour Berlin. C'est tout le sujet de ce podcast aujourd'hui, puisque vous le savez, à Boston, j'ai un petit peu subi cette course. J'ai pas réalisé la performance que je voulais. J'ai eu pas mal de déboires sur le parcours. J'ai réalisé mon pire marathon à Boston, à sec en tout cas, et même pire marathon que mon meilleur sur Ironman. Et donc du coup, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Je suis arrivé vraiment détruit à l'arrivée de ce marathon à Boston. Et puis, étant inscrit pour un autre marathon au cours de la saison, je me suis demandé, mais à quoi bon me relancer dans une préparation si je change pas quelque chose et que je revois pas un petit peu les paramètres de mon entraînement ou mes ambitions, ou peut-être les deux, tout simplement parce que ça s'est vraiment pas très bien passé à Boston. J'avais de gros doutes. Après le marathon de Boston, je me suis demandé, est-ce que mes objectifs sont toujours d'actualité ? Est-ce que je peux toujours réaliser les objectifs que je me fixe ? Alors, surtout que je suis pas arrivé à Boston en étant complètement désentraîné. J'avais fait une bonne préparation. C'est une préparation hivernale. Boston a lieu en avril. Et donc, du coup, je suis arrivé. J'avais une bonne préparation. J'étais tout simplement pas acclimaté au climat très chaud. Et à Boston, il a fait plus chaud que pendant toute ma préparation. Ça explique peut-être une partie de la déconfiture que j'ai vécue là-bas, mais il n'y a pas que la météo qui a été un facteur à Boston. Il y a aussi peut-être le décalage horaire, le voyage qu'il y a eu avant la course. Il y a le parcours auquel j'étais pas très préparé, en tout cas pas assez bien préparé. Et puis, il y a probablement aussi le fait que je suis arrivé sur cette course un jour sans, très probablement. Ça arrive, et puis il faut savoir gérer ça. Donc, je me pose des questions. D'abord, je me dis, il faut vraiment récupérer, encaisser tout ça, et donc je laisse passer quelques semaines. Je laisse passer environ 6 semaines entre fin avril et puis début juin. Et début juin, je me pose la question de savoir comment est-ce que je vais planifier mon entraînement, parce que je vais pas reprendre la même recette que pour Boston, tout simplement parce que ça n'a pas marché. Et donc du coup, je me demande comment préparer au mieux ce marathon de Berlin. Et là, après avoir pesé plein d'hypothèses différentes, je me dis, ce que je vais essayer, c'est une plateforme de training en ligne et me laisser guider, en tout cas me laisser influencer par un entraînement proposé par une de ces applications. Donc je configure l'application Run Motion Coach parce que je la connais et puis que j'ai accueilli les 2 fondateurs, les frères Adam, dans le podcast de Nakan à l'époque. On avait reçu l'équipe de Run Motion Coach avec Hermano. Donc je me dis, ils ont fait une bonne appli, elle a sûrement encore évolué depuis. Donc du coup, j'installe Run Motion et puis je prépare mon objectif dedans. Donc je dis à peu près où j'en suis, je donne mes paramètres, je réponds à quelques questions sur ma planification d'entraînement, sur mon emploi du temps, sur mes performances, et puis c'est parti, il me génère un plan d'entraînement. Au début, j'ai de la peine à rentrer dans ce plan. Je regarde les séances qui sont planifiées, je me
dis, tiens, c'est vraiment tranquille au début, c'est vraiment un entraînement, une préparation pour un marathon qui repart depuis zéro. J'ai quand même une base en m'étant entraîné pour Boston. Il n'y a pas d'urgence, je peux aller courir tranquille et puis prendre l'entraînement plus sérieux un petit peu plus tard. C'est vrai que début juin, on a encore le temps de voir venir puisque le marathon de Berlin, c'était le 29 septembre. Par contre, les semaines passent et puis je me rends compte à mi-juillet que je plafonne à 3 séances par semaine. J'ai pas de très longues sorties à mon actif, à part une compétition que j'ai réalisée au mois de juin. C'était le tour du lac de Joux en Suisse. C'était 22 km à peu près. Une compétition sur le tour du lac de Joux. Et puis voilà, c'était allé plus ou moins bien. Les conditions météo étaient clairement pas optimales. Il a plu une grande partie du temps. Le terrain était très très mouillé. C'était une grande partie de course sur route, mais quand même une certaine portion en course plus en mode trail. J'avais donc pas des chaussures de course très performantes, j'avais pas vraiment le matériel que j'utilise sur marathon, et donc du coup je peux pas tellement utiliser ça comme une base pour savoir vraiment où j'en suis au niveau de la course sur route. Et puis j'ai quand même de la peine à me remettre de cette mauvaise expérience de Boston, et je me demande encore si ça vaut la peine d'investir énormément pour aller à Berlin. Mais à un moment, je me dis, bon, maintenant on est à une deadline qui arrive mi-juillet, le marathon est fin septembre, il reste en gros tout le mois d'août, et puis ensuite ça va aller assez vite parce que mi-septembre, j'ai un demi-Ironman, une distance demi-Ironman à Almere aux Pays-Bas, et puis ensuite 2 semaines, et puis le marathon de Berlin, et donc du coup, le temps file, il me reste plus tant de temps pour la préparation, et donc je fais un gros point avec moi-même à ce moment-là pour savoir si vraiment j'ai envie de me battre pour aller à Berlin, et puis si je veux revoir mes ambitions, et ben c'est maintenant, puis si je veux vraiment me lancer dans une préparation, c'est maintenant ou jamais. Et donc, à ce moment-là, je décide à partir de ce moment-là, de vraiment me consacrer à mon entraînement marathon du mieux que je peux. Par contre, je laisse tomber l'application qui est très directive en termes de tel jour, tu fais telle séance, et puis avec tel qualitatif. J'embarque dans un plan de route beaucoup plus simple, où je me mets beaucoup moins de contraintes, où je me dis, bon, si j'ai envie de planifier ma semaine de cette manière, je la planifie comme ça. Si j'ai envie de la planifier différemment, je la planifie différemment. Je privilégie clairement la course à pied sur le reste des disciplines du triathlon, même si j'ai un demi-Ironman aussi de prévu. Et donc du coup, je me fixe 7 séances d'entraînement par semaine. Une séance de vélo, une séance de natation, tout simplement parce que j'ai un triathlon qui arrive. Le reste, c'est 4 séances de course à pied, et puis éventuellement une séance de renforcement complémentaire par semaine. Donc vraiment 4 séances de course à pied. Les 4 séances, c'est une sortie en endurance de distance moyenne, donc c'est vraiment de l'endurance basse entre 10 et 12 km. C'est des séances que je peux facilement faire pendant mes pauses de midi au travail. Du qualitatif long, c'est-à-dire du qualitatif avec des séries d'intensité mais plutôt longues, donc des séances de 1 km, de 10 minutes ou de 2 km à intensité seuil, voire un petit peu plus. Ou alors je me dis, pour me motiver, je vais m'inscrire à des étapes du Tour du Pays de Vaud. Ça, c'est un calendrier de plusieurs courses qui a lieu tous les mercredis soirs à la rentrée, donc au début de l'automne en Suisse, fin de l'été, début de l'automne. Et puis, c'est dans différents villages, des parcours très punchy qui font entre 7 et 10 km environ, des courses qui vraiment se courent à fond, qui sont assez vallonnées et puis sur lesquelles on peut bien s'éclater. Donc je me dis, voilà, une fois par semaine, je fais un qualitatif long ou alors une étape du Tour du Pays de Vaud, une séance de qualitatif court, donc une séance sur piste ou un fartlek, mais avec des efforts qui sont soit des 30-30, soit des 400 mètres, éventuellement des 800 mètres, mais des efforts plus courts. Et puis, pour compléter ça, une sortie longue, donc qui va aller crescendo entre début du mois d'août et puis la course de Berlin au mois de septembre, de 16-17 km jusqu'à environ 32 km. Ensuite, je me dis, au début de chaque semaine, je regarde mon emploi du temps et puis je regarde l'envie chaque jour. Si j'ai un peu de temps, je fais soit le qualitatif court, soit le qualitatif long, soit l'endurance fondamentale si j'ai un peu moins de motivation ou alors que je suis plus dans le mood de faire ça.
Et puis évidemment les sorties longues sont quand même plus faciles à faire le week-end, même si pendant le mois d'août c'est encore possible de les réaliser en fin de journée. C'est pas des sorties que j'arrive à faire sur la pause de midi quand on veut faire 30 km de course à pied, mais j'en ai réalisé une un lundi soir. C'est pas impossible de faire ça encore en semaine quand le soleil se couche encore assez tard. Donc du coup, voilà, c'est un entraînement plus simple, mais j'essaye de m'y tenir. Et puis globalement, je vais m'y tenir. Je vais faire entre 3 et 4 séances par semaine. Je vais plutôt bien y arriver. Je vais aller plusieurs fois sur la piste, faire des 400 mètres. Finalement, je vais faire quasiment que ça, du 400 mètres dans mon qualitatif court. Dans mon qualitatif long, finalement, je ferai 2 étapes du Tour du Pays de Vaud, parce que j'apprends que Garmin va faire une annonce de montre à l'UTMB. Donc du coup, je dois prévoir un déplacement à Chamonix, ce qui m'empêche de participer à une des étapes, et puis une autre, voilà, j'avais autre chose à mon agenda, mais j'ai 2 de ces étapes du Tour du Pays de Vaud qui s'incluent dans ma préparation. Le reste du temps, je vais faire du qualitatif plus long, soit du tempo dans les parcours très vallonnés qu'il y a derrière chez moi, soit des étapes avec des 2 km sur le bord du lac, quand je suis plutôt sur les bas de Lausanne. J'ai de quoi varier mes terrains d'entraînement. Et puis au niveau des sorties longues, je vais aller principalement le week-end, donc je vais commencer ça début août, et je vais commencer avec une sortie de 15 km, et puis je vais aller progressivement au niveau de la distance pendant le mois d'août et puis le début du mois de septembre. Donc le 11 août, je vais faire 18 km, une semaine après 24, une semaine après 27, et puis un petit peu plus d'une semaine après, je vais aller courir 32 km à plat au bord du lac, donc 3 fois une boucle de 10 km environ, pour vraiment préparer ce marathon au mieux. Je vais inclure dans ces sorties longues des sections courues à allure marathon, et puis je commence à prendre de plus en plus de plaisir à retourner à l'entraînement, même à faire mes sorties longues. Je commence à retrouver aussi un certain moral et une certaine ambition, puisque je vois que les allures s'améliorent, je vois que ma condition s'améliore, je vois que les choses vont plutôt dans le bon sens. Et donc du coup, ça commence à devenir vraiment un entraînement plus positif que la morosité qui régnait au début de cette prépa. Et ça, c'est plutôt bon signe. Et puis, ça me met vraiment en bonne motivation pour attaquer le Half Ironman de Almere, qui a lieu le 14 septembre. Et donc du coup, j'arrive à Almere avec un entraînement en course à pied qui est pas trop mal, qui est assez honnête pour courir un semi-Ironman, parce qu'il y a un semi-marathon à courir, et puis là j'ai vraiment des entraînements de 27-32 km dans les jambes, et donc du coup je suis confiant sur ma course à pied. Le problème, c'est que je suis un peu moins confiant sur mon vélo et ma natation. Donc la natation, je vais la rentrer en nageant assez soutenu, mais quand même en dedans de ce que je suis capable de faire. Et puis par contre, je vais faire quasiment un all-out sur le vélo, mais c'était un petit peu la stratégie, sur ce vélo assez plat, sur mon vélo de triathlon qui va très très vite. Si on met quelques watts dessus, je décide d'appuyer un peu sur les pédales, un peu plus que ce qu'il faudrait par rapport à mon entraînement de vélo. Et puis du coup, j'arrive au début de la course à pied bien fatigué. Le premier tour de 10 km se passe encore de manière honnête, sur les bases d'une allure marathon que je peux viser à Berlin. On en parlera un petit peu plus tard de l'allure cible, mais je cours à peu près à 5-10 au kilomètre sur le premier tour à Almere. Et puis, par contre, le deuxième tour est plus compliqué. Je vais finir à 6 minutes au kilomètre, mais là, je me fais pas trop de soucis. C'est pas un signal inquiétant pour moi, tout simplement parce que j'ai vraiment poussé beaucoup plus que ce qu'il aurait fallu sur le vélo. J'en suis conscient, et puis voilà, ça ne me pose pas de problème. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je vais réussir à récupérer et à surcompenser de ce semi-Ironman avant le marathon. Je vois que la récupération dans la semaine qui suit se passe très très bien, et donc du coup j'ai un autre problème qu'il faut que je résolve, puisque c'était déjà un problème que j'avais à moitié identifié à Boston, mais que j'avais pas vraiment pris en considération, en tout cas pas
vraiment empoigné et tenté de le résoudre pendant ma préparation pour Berlin. Mais à Almere, je me suis rendu compte que j'arrivais encore à m'alimenter sur le vélo, mais sur la course à pied, c'est devenu quasiment impossible d'avaler les gels que j'avais prévus. Depuis plusieurs saisons maintenant, je tourne sur mes compétitions de triathlon et de course à pied avec les gels de Morten jusqu'à la saison passée, et en l'occurrence même sur les 2 Ironman de Thun que j'ai réalisés coup sur coup en 2021 et 2022, c'était des gels qui avaient plutôt bien passé, que j'appréciais et qui me donnaient de l'énergie vraiment jusqu'au bout de mes courses. Mais c'est vrai que déjà à Boston, j'avais eu un petit avertissement. Puis sur ma sortie de 32 km, la sortie longue, j'ai pas eu tellement de difficultés à les avaler pendant que je courais. Mais une fois que je suis rentré chez moi, j'ai vraiment eu des problèmes gastriques assez importants. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, tiens, c'est peut-être quand même les gels qui sont pas bien passés. Et sur le semi-marathon à Almere, alors là, clairement, le signal était clair, c'est que les gels Morten ne passaient plus, quoi. Et à ce moment-là, il me reste 2 semaines pour aller au marathon de Berlin. Je sais qu'un marathon, si j'arrête de m'alimenter au semi-marathon, ça va être très, très compliqué. Donc du coup, il me reste 2 semaines pour revoir ma stratégie d'alimentation sur marathon. C'est très très peu, c'est un petit peu ma faute aussi parce que je m'étais pas trop inquiété de ça pendant ma prépa. Et puis, eh bien, maintenant, je suis un peu mis devant le mur, parce que il se trouve que si je continue à m'obstiner avec les gels Morten, il y a énormément de chances pour que ça casse sur le marathon. Et j'ai pas vraiment envie de ça, surtout que ma préparation, sinon, elle s'est pas trop mal passée. Il n'y a pas eu tellement de problèmes, et donc du coup il faut vraiment que je tente de résoudre ça. Heureusement, je récupère bien du half Ironman de Almere. Ça c'est une chance, puisque le week-end qui vient s'intercaler entre ce half et puis le marathon de Berlin, du coup je décide de faire une sortie assez longue, une sortie de 24 km qui me servira d'ultime test et quasiment de seul test, même si j'ai d'autres sorties de course à pied plus courtes qui vont me servir de test également, mais on peut pas vraiment tester de l'alimentation sur une sortie de 8 km. Et donc du coup, c'est là que je vais tester la stratégie de secours que je mets en place pour le marathon de Berlin. Alors, il existe des centaines de marques, peut-être même des milliers de produits différents qu'on peut prendre sur de la course à pied pour l'apport en énergie. À ce moment-là, je décide de pas réinventer la roue. Je décide de pas retenter d'avaler 50 gels différents pour trouver celui qui me convient. Je me souviens tout simplement qu'avant de passer à Morten, j'ai utilisé plusieurs fois, pas seulement, mais ça m'est arrivé d'utiliser des gels de WindForce. Et puis, ces gels étaient plutôt bien passés. Au moment où je les avais utilisés. Je les avais simplement abandonnés parce qu'un gel WindForce qui fait en gros 25 grammes par gel, c'est des petits gels, et donc du coup ils apportent 15 grammes de glucides. Et je me dis, au moment où je prépare les Ironman à Thun, 15 grammes, c'est pas grand-chose. Ça veut dire qu'il faut que j'en avale beaucoup pendant 1 heure pour arriver à mon maximum entre 60 et 80 grammes par heure. On peut normalement assimiler jusqu'à 80 grammes par heure si on mixe bien le type de glucides qu'on apporte. Un gel Morten 100, tout ça c'est environ 40 grammes avec 25 grammes de glucides, donc c'est quand même bien plus. Donc en gros, mon alimentation qui était jusque-là prévue avec un gel Morten 100 toutes les 40 minutes, donc 25 grammes de glucides, ce qui veut dire une moyenne de 37 grammes par heure, eh bien je vais décider de passer au gel WindForce avec 15 grammes de glucides toutes les 30 minutes, ça veut dire 30 grammes par heure, ça veut dire à peu près la moitié de l'apport glucidique que je pourrais apporter à mon corps au maximum d'après les dernières études scientifiques, et on en a parlé déjà dans le podcast. Ma réflexion finalement, elle est la suivante, c'est mieux vaut arriver à assurer 30 grammes par heure jusqu'à la fin de la compétition plutôt que 37 grammes par heure jusqu'au SMI et puis ensuite complètement calé et puis me retrouver complètement à court d'énergie.
Donc voilà, je décide de valider ça. Je commande 2 packs de gel WinForce, une aux noisettes et puis une aux cacahuètes, parce que les gels cacahuètes ont plus un goût salé. Je me dis, tiens, ça fera peut-être autre chose, une variation avec tout ce sucre que j'ai dans la bouche quand je prends ces gels, et ça va peut-être aussi me permettre de tenir un peu plus longtemps avant de sentir le dégoût de ce sucre et de ce gel que j'ingère pendant la course. Je valide tout ça pendant une sortie de 24 km entre Almere et puis le marathon de Berlin. Et puis je pars avec mes gels, avec mon plan d'alimentation qui a été réalisé, testé et approuvé en moins de 2 semaines au départ du marathon de Berlin avec mes gels WinForce. Je dis pas que c'est la solution magique. Ne prenez pas les gels WinForce en vous disant tiens, c'est la solution de Greg, donc ça va forcément marcher. On est tous très différents, on a tous des produits qui nous conviennent pas. Le mieux, c'est de faire des tests pendant l'entraînement, de rien tester de nouveau en course. Et là, on peut dire que j'ai quand même expérimenté pas mal sur la compétition, mais j'ai quand même voulu tester un petit peu avant pour voir si ça passait. Je sais pas ce que j'aurais fait honnêtement si les gels WinForce en ce moment-là étaient pas passés sur ma sortie longue. Il se trouve que ça s'est bien passé le vendredi avant la course, donc la course a lieu le 29 septembre, donc le 27 on prend l'avion pour Berlin. Je suis accompagné de ma chérie et puis de Jérôme du Tri Team Lutry qui m'accompagne, qui court également le marathon, et puis on arrive très très tard à Berlin, merci EasyJet. On se couche probablement vers 2h du matin finalement à l'hôtel à Berlin. On a connu des meilleures arrivées sur place pour un marathon, mais voilà, je dors le lendemain matin un peu plus longtemps. Je me lève vers 10h et je prends un petit déjeuner et je me rends à l'expo pour récupérer mon dossard. Là, il y a un peu de fil pour récupérer le dossard. Il y a pas mal de monde. Il y a 60 000 personnes quasiment au départ de ce marathon de Berlin 2024. C'est le 50e anniversaire du marathon. Et donc, du coup, c'est assez impressionnant d'arriver sur cette expo avec autant de monde qui fait la file pour récupérer son dossard. Finalement, l'organisation est vraiment top. On récupère assez vite ses affaires. Et puis, je retourne à l'hôtel pour préparer mon package, me reposer quelques minutes. Je retrouve Jérôme en fin d'après-midi pour aller vraiment faire juste 4 km de jogging tout tranquille dans les rues de Berlin, vraiment juste pour dérouiller un petit peu les jambes. Et puis, on va dans un resto italien pour manger les pâtes, pour carboloder un petit peu avant cette course. Je me couche assez tôt, les nuits qui précèdent les compétitions sont généralement pas les meilleures en termes de sommeil, mais là je suis quand même un peu fatigué, et puis finalement je suis quand même relax dans ma tête par rapport à ce marathon. J'ai rien à perdre, j'ai fait une bonne préparation, et puis je vais faire la meilleure course que je peux, mais je me mets beaucoup moins de pression que ce que je me suis mis d'habitude sur ces compétitions-là. Et puis je dors finalement assez bien, je me réveille le matin en bonne forme, je vais prendre le petit-déj, et là je fais très attention à charger en glucides, mais à manger le moins sucré possible, en tout cas avoir le moins de goût sucré possible. Je vais pas me faire de tartines de miel, je vais pas prendre de pancakes au sirop d'érable, je vais prendre quelques tartines, mais je vais utiliser dessus notre fameuse pâte à tartiner Cenovis qu'on a chez nous. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une pâte un peu salée qui est basée sur un espèce de bouillon de légumes. C'est très très salé, ça ressemble un petit peu au Marmite anglais, s'il y a des personnes qui voient ce que c'est. En gros, c'est un produit, soit on adore, soit on déteste. Moi, en l'occurrence, ça passe assez bien. Et puis, du coup, ces tartines-là me permettent d'éviter complètement d'avoir le goût sucré dans la bouche pendant mon petit-déj. C'est un avantage considérable en vue du ravitaillement. Je sais qu'au bout d'un moment, je sature assez vite avec les goûts sucrés. Et donc, du coup, je me préserve de ce capital pour ma course sans trop saturer les papilles de sucre avant la ligne de départ. Au buffet de l'hôtel du petit-déj, je vole une banane que je vais prendre avec moi sur le bloc de départ.
Je prépare mes affaires, je mets ma tenue de course et par-dessus, je vais mettre un vieux survêt, un vieux coupe-vent et puis un vieux pantalon de training, enfin pas si vieux que ça, mais je vais les abandonner sur la ligne de départ, tout simplement parce que j'ai pas de sac à déposer et à retrouver à l'arrivée. Donc tout ce que je prends avec moi au départ, je vais devoir l'abandonner ou courir avec. Et puis à l'arrivée, je vais retrouver un poncho fourni par l'organisateur pour me tenir chaud après la ligne. Mais j'ai pas de drop-off. Je me souviens en avoir pris un au marathon de Berlin en 2015. Je l'avais déjà fait en 2015. Et du coup, j'avais mis pas mal de temps à récupérer mon sac. Je me suis dit, bon, je laisse tout à l'hôtel. Et puis, pour contacter mon ami après la course, je mise sur mon Apple Watch que j'ai au poignet droit. Donc, je vais utiliser l'Apple Watch uniquement comme téléphone. Je vais l'éteindre pour l'intégralité de la course. Je vais me baser sur les données fournies par la Fenix 8 que j'ai au poignet gauche pour gérer et puis pour mesurer ma course. J'arrive au bloc de départ, donc je prends les transports publics, 2 arrêts pour me rapprocher du Tiergarten, et puis ensuite je vais dans la zone de départ réservée aux athlètes. Et là, je commence à repérer où est mon bloc de départ. Donc, je suis dans la deuxième grande vague de départ. Donc, il y aura un premier environ une demi-heure avant le mien. Et puis ensuite, le départ de notre bloc, de notre groupe sera donné. Et donc, du coup, j'ai un peu de temps. J'arrive 1 heure et quelques avant. Et donc, j'ai le temps de repérer. J'ai le temps de manger ma banane. J'ai le temps de me positionner dans le bloc de départ, d'aller faire un petit pipi avant la course. Et puis, à environ 10 minutes du départ, je commence à me préparer. J'avais pris une vieille paire de chaussures de running qui était vraiment cramée jusque-là. Je mets ma paire pour la course, donc comme ça je l'ai préservée du piétinement des transports publics, de l'accès à la zone de départ. Et du coup, je la mets à ce moment-là. J'abandonne mes anciennes chaussures. Et puis, je garde mes vêtements jusqu'au dernier moment parce que dans cette zone de départ, le matin, il fait franchement frais, voire froid. Moi, j'ai quand même assez froid. J'ai peur que ce froid me porte préjudice pour la suite de la course parce que j'ai vraiment plus froid que prévu. Donc, j'abandonne mes vêtements pour me mettre en t-shirt et en short pour courir vraiment au dernier moment. Donc, même pas 5 minutes avant le départ de mon bloc. Et là, du coup, je suis frigorifié au moment où je les enlève. J'attends le départ avec impatience. Heureusement, il y a pas mal de monde autour de moi. Le bloc est quand même pas mal rempli. Et donc, du coup, ça aide à se tenir un petit peu chaud tous ensemble. Mais franchement, j'ai vraiment, vraiment pas chaud dans ce bloc de départ. Quand le bloc démarre, je commence à courir. La première chose que je me dis, c'est ne pas s'enflammer vraiment. J'ai réfléchi dans les jours qui précédaient la course et puis je vous disais avant que je me suis pas mis de pression du tout. En fait, j'ai inversé un petit peu la question jusqu'à maintenant. Je me suis toujours posé la question pour savoir à quelle allure j'allais vouloir courir un marathon. Je me posais toujours la question: quel est l'objectif que tu veux réaliser? Et là, pour Berlin, dans les jours qui précédaient, j'ai pris toutes mes sorties longues, j'ai pris tous mes blocs courus allure marathon, j'ai regardé un petit peu ce que j'étais capable de faire. Je me suis dit, il vaut mieux courir à une allure que tu es capable de finir. Et à la base, je voulais faire 3h30 sur ce marathon. Je me dis que c'est un peu irréaliste par rapport à la préparation que j'ai fait, même si elle est bonne. Je risque de me cramer sur la première partie du marathon en partant à 5 ou kill. Et donc, du coup, je me dis, mieux vaut partir à 5-10, viser un bon 3h40, ne pas exploser en vol, finir bien, mais finir avec l'impression que je peux encore améliorer ça pour avoir un élan positif pour les éventuelles prochaines courses que je vais vouloir planifier, plutôt qu'un nouvel échec et un nouveau plantage et pour finir de me ruiner le moral après un Boston qui s'est mal passé. Et donc du coup, je me maintiens à une allure de 5-10, même si dès le départ, je sens que je peux courir plus vite. Je me dis, ok, à New York, t'es parti en 4,50, un petit peu dans l'euphorie. Ça a tenu jusqu'au semi-marathon, mais ensuite, c'était très compliqué.
À Boston, à cause des embouteillages du départ, ça a été très difficile sur les 5 premiers kilomètres. Ensuite, je me suis stressé de ne pas être dans l'allure que j'avais prévue. J'ai voulu accélérer et puis je me suis probablement cramé, même si c'est pas la seule explication non plus pour la contre-performance à Boston. Et donc, je me dis, ok, on calme le jeu, on court à 5-10 et puis on fait le point au semi-marathon pour voir un petit peu où on en est. Et si ça va juste comme ça, on reste à 5-10 et puis on fait un temps qui est quand même honorable et qui me satisfait pleinement, c'est-à-dire aux alentours des 3h40. Et puis... rapidement, donc je me mets à 5-10 au kill. Je suis très très bien à cette allure-là. Il me faut pas beaucoup de temps pour me trouver à la bonne température. La température et la météo sont idéales pour ce 29 septembre à Berlin. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Il pleut pas. Il y a pas de vent excessif. Il y a un tout petit vent, mais il est vraiment pas dérangeant. Et puis la température excède pas les 17 degrés tout au long de la course. C'est vraiment des conditions qui sont optimales pour courir un marathon. Je vous parle même pas du parcours, vous le connaissez de par tout ce qu'on dit sur le marathon de Berlin. C'est un parcours pour aller chercher un personal best. C'est un parcours extrêmement roulant. Un parcours où il n'y a pas de relance très difficile, un parcours où c'est large, mais voilà, il n'y a jamais de sections démoralisantes parce qu'elles sont extrêmement longues, comme on peut le vivre avec la première avenue par exemple à New York, ou d'autres marathons qui sont des fois un petit peu démoralisants parce qu'il y a des allées interminables. C'est pas le cas à Berlin, il n'y a vraiment rien de tout ça, tout est optimisé pour faire une bonne performance sur ce parcours-là. Et donc du coup, voilà, tout se passe bien. Je passe le 10e kilomètre, je suis très bien. En plus, je scrute les bords de la route pour voir ma chérie sur le côté. Je la vois 3 fois tout au long de ce parcours. Elle zigzaguera dans Berlin pour me retrouver à différents endroits du parcours. Et ça motive aussi. À chaque fois que je la croise, je lui dis à quel point je me sens bien et puis à quel point je vais continuer à aller vite sur ce marathon parce que je me sens vraiment dans un très très bon jour. Mais c'est vrai que c'est très très motivant de voir du monde qu'on connaît sur le bord de la route. Je sais que c'est un travail de patience jusqu'au semi-marathon et puis jusque-là, je me concentre vraiment sur mon allure, à ne pas me mettre dans une zone inconfortable au niveau de ma course à pied et à vraiment bien gérer mon ravitaillement. J'ai configuré ma montre pour qu'elle me rappelle toutes les 30 minutes que je dois prendre un gel. Et puis j'ai aussi configuré 2-3 petits trucs sympas sur la montre Garmin. Vous trouverez très prochainement une vidéo sur la chaîne YouTube où je vous explique exactement comment j'ai configuré ma Fenix 8 pour avoir les infos les plus pertinentes possibles pour bien gérer ma course. Vous verrez qu'il y a des petites astuces qu'on peut facilement réaliser. Mais en tout cas, je prends mes gels toutes les 30 minutes. Mais j'essaie de les calquer au maximum pour qu'elles arrivent environ 300 mètres avant les ravitaillements. À Berlin, on a une fois sur deux un ravitaillement où on a de l'eau, et puis une fois sur deux un ravitaillement où on a de l'ISO, de l'eau, du cola, et puis des fruits et d'autres ravitaillements. Et donc du coup, une fois sur deux, je m'arrange à ce que ce soit avant le ravitaillement en eau, et puis après avant le ravitaillement en ISO. En tout cas, j'essaie de faire correspondre au mieux les prises de ces gels avec les ravitaillements. Et donc du coup, en plus de ces 30 grammes de glucides par heure, je prends aussi un peu de boisson ISO. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça représente en termes de glucides. Un ravitaillement sur deux quand je bois de l'ISO, mais ça apporte aussi quelques grammes de glucides supplémentaires. En tout cas, je le tolère assez bien sur la première moitié du marathon. Et je me concentre vraiment là-dessus. Jusqu'au semi-marathon, aucun problème avec l'alimentation, aucun problème avec l'allure. Sinon que je me dis toujours en passant le semi-marathon que je pourrais encore accélérer un petit peu parce que je me sens bien, mais au semi-marathon, je sens un tout petit peu la fatigue qui arrive. Alors rien d'anormal quand on a déjà couru 21 km à une allure assez soutenue, mais je me dis, ok, c'est pas le moment de vouloir retrancher 5 ou 10 secondes au kilomètre et puis d'exploser au kilomètre 30, donc je prends encore mon mal en patience quelques kilomètres, et puis je vais jusqu'au kilomètre 25, là il faut que je m'arrête pour faire une pause pipi juste sur les toilettes mobiles qui sont
sur le ravitaillement. Et puis ensuite, je me dis, bon, là, je suis vraiment très bien. J'ai une allure moyenne qui est maintenant à 5,08 au kilomètre parce que voilà, j'ai bien couru, j'ai maintenu ces 5,10 au kill en courant même un tout petit peu plus rapide. Et donc, du coup, je me décide d'accélérer un petit peu et je passe à environ 5 minutes au kilomètre à partir de ce kilomètre 25. Et puis je maintiens le 5 minutes par kilomètre et tout va toujours aussi bien. Ça doit être une journée incroyable pour moi et je suis super bien au kilomètre 25. Ça m'est jamais arrivé sur marathon d'être aussi bien à ce moment-là de la course et de me dire là on va franchement pouvoir accélérer un peu. Je continue à pouvoir me ravitailler toutes les 30 minutes. J'ai mes gels Winforce, une fois un gel noisette, une fois un gel cacahuète, ça alterne bien les goûts. C'est un petit peu plus salé, une fois un peu plus sucré, ça passe pas mal. Je vous dis pas que je me réjouis d'avaler ce gel en courant à 5 minutes au kilomètre et puis à l'ingurgiter comme ça, mais franchement, il me pose aucune difficulté particulière, en tout cas par rapport au gel Morten que j'arrivais pas à avaler sur le semi-marathon de Almere. Et donc du coup, voilà, vraiment, tous les signaux sont au vert au kilomètre 25 jusqu'au kilomètre 30. Et puis au kilomètre 30, je regarde ma montre, mon allure s'est encore un petit peu améliorée. Et puis voilà, il y a des calculs qui commencent à se faire dans la tête. Je sais qu'en 2015, ici sur ce même parcours, j'ai couru 3h36, que j'avais complètement planté au kilomètre 30. Et puis là, le kilomètre 30, je suis encore en pleine forme et je me dis il faut que j'accélère encore un petit peu parce que j'en ai encore sous le pied. Et puis, j'ai pas envie de regretter après la ligne d'arrivée d'avoir été trop conservateur. Je sais que c'est un risque. Parce que je sais qu'au kilomètre 30, finalement, c'est là que le marathon il commence. Je sais que là, les jambes ne sont plus l'essentiel, mais c'est dans la tête que ça se passe. Je suis tellement bien dans la tête, je me dis, ok, je prends un petit risque. Et là, je vais passer progressivement de 5 minutes au kilomètre à 4 minutes 50. À ce moment-là de la course, avec l'objectif que j'avais au départ, c'est pas une accélération qui est anodine. Et du coup, si ça passe, ça me permettra surtout de faire un negative split, ce qui m'est jamais arrivé sur marathon, hormis une fois sur un marathon d'Ironman. Mais parce que le premier semi s'était tellement mal passé que je pouvais que faire mieux sur le second. Mais sur un marathon à sec, ça m'est jamais arrivé de réussir à faire un negative split. Et pourtant, à ce moment-là, après le kilomètre 30, je cours à 4 minutes 50 au kilomètre et je me sens encore super bien. Et je sais que je suis capable de tenir ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, les 3h36 que j'avais réalisé en 2015, je pense qu'ils sont largement accessibles. Mais je commence à réfléchir à un autre temps qui est de 3h33 et 34 secondes, puisque c'est mon personal best sur marathon. Je vois qu'en ayant couru à cette allure-là jusqu'à maintenant, ça va être très très compliqué quand même d'aller chercher ce temps parce que j'ai quand même perdu un petit peu de temps sur une base de 3,33 sur le premier semi-marathon. Mais là, je cours clairement sur des allures qui me permettent de rejoindre à peu près ce timing. Et puis, je me dis, pourquoi pas ce record personnel-là. Il date de 2011. Ça fait 13 ans que j'ai ce personal best sur le marathon de Lausanne. Et voilà, dans un petit coin de ma tête, il y a quelque chose qui me dit c'est pas impossible, on peut rêver, je suis dans un jour incroyable. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je me dis ok, si je vais le chercher, c'est incroyable, mais même si je fais sous les 3h40, de toute façon, j'aurais réussi ma course. Je fais une gestion de course qui est tellement incroyable maintenant que voilà, ça peut être que du bonus. Mais je fais quand même un petit peu attention à pas totalement m'enflammer. Quand j'arrive au kilomètre 35, je me dis bon, là maintenant il reste un peu plus de 7 km, mais je suis encore bien. Et en regardant les temps et en calculant avec ce qui me reste de cerveau encore disponible à ce moment-là de la course, je vois que c'est pas impossible, que les muscles commencent un petit peu à fatiguer, mais que pour l'instant le 4,50 il tient encore, que là je suis très très limite pour aller chercher mon personal best. Mais ce que je vois, c'est que presque naturellement, même sans y penser, je commence à courir à 4,45 au kilomètre. Et puis que les jambes, elles répondent encore. Et puis que j'arrive encore à m'alimenter, donc à prendre mes gels toutes les 30 minutes.
et puis que tout ça se passe extraordinairement bien. Je vois ma copine encore sur le kilomètre 39 au bord de la route. Elle me dit que Jérôme a terminé. Probablement qu'elle me dit son temps à ce moment-là, mais je l'écoute pas. En tout cas, je l'entends pas avec le bruit de la foule. On se voit quand même pas très longtemps quand elle est sur le bord du parcours. Je lui dis simplement que tout va bien, que je suis dans une forme incroyable. Et puis, moi, mon seul chrono qui m'intéresse, c'est 3h33-34. C'est mon record personnel. Je vois que ça va être extrêmement chaud parce que quand je fais les calculs dans ma tête avec l'horaire de finish que je prévois, je vois que j'arrive exactement dans ces temps-là. Et donc, du coup, voilà, je me dis, en tout cas, approcher mon personal best, ça va être juste incroyable. Je suis au kilomètre 40 et j'accélère encore un petit peu. Et je crois que je finis ce marathon de Berlin avec une allure qui doit être située entre 4,35 et 4,40 au kilomètre. C'est juste complètement inouï par rapport à ce que je pensais être capable de faire au niveau de ma préparation. Il y a pas mal de virages dans cette dernière partie. Je slalom entre les blocs de maisons du centre de Berlin. Et puis, j'arrive devant la porte de Brandebourg. Je la vois un petit peu plus loin dans l'avenue. Il y a une place pavée qui est juste avant cette porte. On va passer dessous et puis derrière, il doit rester entre 300 et 400 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Je regarde mon chrono, mais j'arrive plus à faire de calcul, j'arrive plus à rien à voir et je sais pas exactement à combien de mètres je suis de la porte de Brandebourg. Je me concentre simplement pour ne pas me casser la figure sur la dernière marche pour traverser la place qui est devant la porte. Je cours vraiment le plus droit possible et avec toute l'énergie qui me reste. Et puis, j'essaie de faire attention à bien lever les pieds sur la partie pavée qui m'amène jusque sous la porte. Et puis ensuite, ça redevient du bitume. Et là, je déroule et j'arrive sur la ligne d'arrivée. Je déclenche mon chrono et puis là, je me félicite parce que j'ai vraiment fait une course absolument incroyable. Par rapport à l'entraînement que j'avais sur la ligne de départ, par rapport à tout ce qui s'est passé cette année, je pouvais pas rêver de faire une meilleure performance et je pense que j'étais pas loin d'avoir la capacité maximale de faire au mieux ce que j'ai fait ce jour-là. C'était quasiment la gestion de course parfaite. Et puis, je regarde ma montre et ma montre m'affiche 3h33-32. Donc, a priori, d'après mon propre chronométrage, j'ai battu mon personal best de 2 secondes. Mais je me dis finalement, ok, bon, bah voilà, j'ai approché. Donc, ça veut dire, en gros, la réponse que j'obtiens à ce moment-là, c'est je suis encore capable d'approcher ces temps sur marathon et j'avais commencé à sérieusement douter après le marathon de Boston. C'est devenu clairement un oui. Je suis encore capable d'aller chercher des temps comme celui-là. Je sais que j'ai pas une morphologie, je sais que j'ai pas une VO2 max, je sais que j'ai pas une génétique qui me permet de courir en 2,45 sur marathon. Mais je pense que je suis capable de passer sous ces 3h30 une fois dans ma vie. Je vais essayer de le réaliser à l'avenir, mais là maintenant j'ai une réponse, oui, a priori c'est possible. Avec un entraînement adapté, avec une course qui se passe bien le jour J, c'est possible d'aller chercher ces 3h30. Et donc du coup ça c'est vraiment une super nouvelle. Donc après la ligne d'arrivée, il y a une longue marche à faire pour aller récupérer le sac de ravitaillement, pour aller récupérer son poncho, pour sortir de la zone des athlètes. Donc là, je prends facilement, je pense, 20-25 minutes pour sortir de cette zone-là. Et puis avec mon Apple Watch, j'appelle ma chérie et puis on se retrouve juste après la zone réservée aux coureurs. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit, voilà, ok, d'après le chronométrage officiel, j'ai fait 3h33 et 29 secondes, donc encore 3 secondes de mieux que ce que j'ai chronométré moi-même. Ce que je savais pas, en fait. Et donc, du coup, cette fois, c'est officiel, j'ai battu mon personal best de 5 secondes. C'est pas énorme, 5 secondes, hein, mais voilà, c'est quand même un record battu et 13 ans après. Et donc, du coup... voilà, retour tranquille à l'hôtel. J'ai jamais fini aussi bien un marathon, dans le sens bien, au niveau musculaire. Le lendemain, je monte et je descends les escaliers sans trop de difficultés.
Et ça m'était non plus jamais arrivé, même après le marathon de New York, qui s'était pas trop mal passé finalement. J'avais une peine infinie à descendre les bouches de métro, et là, à Berlin, j'ai pas de problème à descendre les escaliers, en tout cas pas trop. Voilà. Il y a bien sûr quelques bobos, il y a bien sûr quelques trucs à réparer après avoir couru un marathon. Je vais pas aller refaire un jogging 2 jours après, même si je me dis au niveau des jambes j'en serais capable, mais voilà, je laisse un peu de temps pour récupérer, et puis je reprends le sport très tranquillement à environ une semaine après. Mais j'ai vécu une telle expérience, et non seulement la course, la gestion de course a été absolument incroyable sur ce marathon de Berlin, mais aussi j'ai adoré le parcours, j'ai adoré l'ambiance, et on parle souvent du marathon de New York comme étant une expérience incroyable. Alors je confirme, le marathon de New York, c'est une expérience incroyable, mais le marathon de Berlin, c'est quand même quelque chose aussi, et ce parcours, il est juste incroyablement rapide, et quand on est bien dessus et qu'on peut courir vite, c'est un régal absolu à parcourir. C'est la raison pour laquelle, donc, de retour à la maison, quasiment immédiatement après l'ouverture des inscriptions pour le tirage au sort de 2025, je me réinscris au tirage au sort pour participer éventuellement l'année prochaine de nouveau à Berlin. En n'étant pas dupe, il va falloir refaire une bonne préparation, il va falloir refaire un bon plan de course. Il n'y a rien qui va être acquis, il n'y a rien qui me garantit que je vais faire une telle gestion de course de nouveau une fois à Berlin. Mais j'ai envie de refaire ce parcours, même si la course sera différente, même si le sort final sera différent. J'ai envie de refaire ce parcours, et donc du coup, je me suis inscrit pour le tirage au sort. Donc, voilà pour le compte-rendu de cette course. C'est un compte-rendu un petit peu particulier parce que tout ce que j'ai raconté ici dans le podcast, vous le retrouvez quasiment sous forme écrite sur nakan.ch dans un compte-rendu comme je les écris d'habitude sur le site. J'ai décidé de le partager aussi sous forme audio parce que vous pourrez me dire si vous préférez la version audio, la version écrite sur le site, ou si les deux, ça fait un bon complément. En tout cas, vous pouvez me laisser un commentaire, soit sur le site, soit sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, vous pouvez aussi lui mettre une note sur votre plateforme. Moi, je conclurai cet épisode en vous disant un petit peu ce que j'ai utilisé comme matériel, parce que je sais que derrière ce podcast et derrière nakan.ch, il y a aussi quelques geeks et passionnés de technologie. Et donc, du coup, au niveau de la tenue, j'avais un t-shirt personnalisé. Si vous voulez le voir, il est en photo sur le site nakan.ch dans l'article qui est lié à cet épisode de podcast sur le compte-rendu de Berlin. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? J'avais donc les Nike Vaporfly Next Percent, le modèle numéro 3 de chez Nike. Le Stride pour la mesure de la puissance, de la distance et de l'allure sur la montre. Et puis la Phoenix 8, on en a parlé, au poignet gauche pour tout mesurer, enregistrer les données et puis gérer la course. Vous pourrez trouver très très bientôt sur la chaîne YouTube de nakan.ch une vidéo qui vous explique comment j'ai configuré ma montre pour pouvoir l'utiliser au mieux sur ce marathon pour gérer aussi ma course et mon alimentation. Le cardio a été mesuré par la ceinture Wahoo Tracker, donc la nouvelle ceinture de Wahoo qui permet de se recharger en USB. Là aussi un test très prochainement sur nakan.ch. Et puis l'Apple Watch série 10 au poignet droite, mais elle était éteinte pendant le marathon. Je l'ai utilisée après la ligne d'arrivée, tout simplement comme un téléphone, puisque c'est le modèle LTE qui était connecté. J'avais réussi à débloquer le roaming sur la montre le samedi juste avant la course grâce à un appel au support de mon opérateur. Ça ne fonctionnait pas à l'étranger jusque-là, mais après cet appel, j'ai réussi à l'utiliser pour téléphoner après la ligne d'arrivée. Les gels, on en a parlé, les WinForce, donc 4 gels noisettes, 4 gels cacahuètes. J'en avais pris 8, donc 8 ça fait pour 4 heures. J'avais un petit peu de marge supplémentaire, donc le gel de 3h30 et le gel de 4 heures, je ne les ai pas consommés. Et puis sinon c'était toutes les 30 minutes pour l'apport en glucides. Et puis pour la première fois j'avais ni caméra, ni GoPro, ni appareil photo avec moi. J'ai décidé de vivre pleinement ma course et de me concentrer sur le fait de courir. J'ai pas de photo personnelle le moment de la course à vous proposer sur nakan.ch, mais finalement ça fait quand même pas mal de trucs à penser en moins pendant la course, et ça permet quand même de courir un petit peu plus vite que quand on doit penser encore à faire des photos ou des vidéos. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me donner vos retours sur l'épisode, sur les plateformes, sur nakan.ch. Moi je vous retrouve très très bientôt avec des prochains épisodes sur la série Inside de nakan.ch et puis sur la saison régulière de Transition, le podcast
sur ce podcast-là. Et voilà, donc à très très bientôt. Et puis faites du sport, amusez-vous, éclatez-vous et faites de la planète votre terrain de jeu. À bientôt.